Alors à propos de... Bonjour déjà. À propos de Jordan Bardella, on va revoir un peu ce qu'il avait dit quand il avait été invité chez Pascal Praud sur CNews. Et il avait à l'époque fait une interview assez sévère. Et je trouve que les questions de Pascal Praud, qui est malin comme un singe, avaient bien cerné le personnage, parce que je pense que Pascal Praud a des convictions certainement proches des nôtres, sauf qu'il joue parfois un jeu ambigu par calcul politique pour échapper à la censure ou échapper aux menaces de suppression de la chaîne. Il sait qu'il y a l'Arcom qui surveille chacun de ses propos, et peut-être que c'est ce qui explique parfois son ambiguïté. Mais au fond, j'ai remarqué que parfois, au fond, il a quelques réflexes qui démontrent que, je pense qu'il a une vision assez proche, quand je dis de la nôtre, c'est de moi et un peu de ma communauté, quoi. Je pense. Maintenant, je me trompe peut-être, mais... Et là, pourquoi je dis ça? Parce que là, vous allez voir, quand on l'entend interviewer Jordan Bardella, il n'est pas dupe, et il est assez juste dans ses questions. Et vous verrez, il y a Vincent Herouet qui pose une question à la fin à Jordan Bardella. C'est très révélateur, suivi d'un blanc. Ça prouve le peu de ressources culturelles, historiques que peut avoir Jordan Bardella. On sent que c'est un vernis, c'est indiscutable. Et c'est là où on va voir que tout cela a une forme a une limite, si vous voulez, parce que ce discours convenu qu'il a, il marche auprès de gens qui sont moins affûtés que nous. Nous allons sur les réseaux, nous instruisons, nous renseignons et nous testons et nous avons de l'expérience et nous avons déjà vécu beaucoup de choses. C'est vrai que les groupies de Bardella sont jeunes. Alors ça attire, vous me direz, une clientèle jeune, mais sur des principes très artificiels, sur le physique, sur le côté... beau gosse et tout ça, on a connu avec Macron. Macron a gagné en partie grâce à la séduction qu'il opérait aussi chez les femmes, même d'un certain âge et tout. On l'a vu avec sa Brigitte. Certaines femmes se sont projetées à travers Brigitte et la différence d'âge en espérant qu'elles auraient les faveurs d'un homme comme ça. En tous les cas, elles se sont projetées. C'est ce qui les a fait voter en général pour Macron, plus sur le physique que sur le fond. Et j'ai l'impression qu'on rejoue la même chose, dans un autre sens, mais on rejoue la même chose avec Bardella. Et là, il sonde un peu les reins et les cœurs, et vous allez voir, c'est intéressant. On écoute, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai sélectionné quelques extraits, justement, qui, à mon avis, sont très révélateurs. Bon, la question qui me paraît essentielle. Roulement de tambour. À qui s'adresse ce livre? Aux Français. Et je crois pas. Et c'est un tête-à-tête avec les Français. Non, moi je crois qu'il s'adresse au système. Je crois qu'il s'adresse au système. Et j'allais dire, c'est peut-être... ça en dit beaucoup. Vous avez envie, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, hein, et je vous ai vu l'autre soir chez Léa Salamé et ça m'a frappé. Vous avez envie que le système vous aime. J'ai pas de conseils à vous donner. C'est-à-dire, je vous dis attention, parce qu'ils vous aimeront jamais. Mais c'est-à-dire, vous voulez leur plaire. Mais à qui je veux plaire? Au système. Mais à qui? Le système médiatique. Vous êtes allé d'ailleurs, comment dire, chez Léa Salamé. Vous êtes allé sur le service public. Vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Ouais, vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon? Si je fais pas le lancement sur CNews, si je vais sur le service public dans une émission qui est regardée par 1 million de Français et qui est payée avec nos impôts, je m'adresse au système. Alors je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple.
Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse dans l'émission. Dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. Et c'est toujours pareil. En plus, j'aime bien Philippe Cavrivière. Franchement, j'aime bien. Je trouve... On se permet avec des gens de droite ce qu'on ne se permettrait pas avec des gens de gauche. On n'attaque pas les gens de gauche sur leur physique. D'accord. Je trouve que dans cette réaction, vous, par exemple, vous n'avez rien dit. Je me suis dit, mais pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit pas au système, précisément, ce que je dis là? Vous auriez pu dire, attention, les gens de gauche, vous les attaquez pas comme ça. Pardon, Et j'ai trouvé, mais ça c'est un commentaire personnel, qu'effectivement, il y a une forme de soumission par rapport à le fait... Vous acceptez que des gens de droite... Je ne vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité de droite. Pardon. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner, et vous ne l'avez pas fait. C'est tout. C'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Pardon. Hein, moi, j'ai pas le sentiment d'encenser Éric Zemmour. La France, c'est pas les États-Unis. Donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux, et peut-être à des gens qui pensent pas comme nous. Mais vous voyez, moi, je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui votent pas pour moi. Parce que moi, je ne me parle pas à moi-même, et il y a effectivement des gens qui votent pour le Rassemblement national. Il y a des gens qui, précisément, ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé que le Rassemblement national avait aussi évolué. Donc, la France, c'est pas les États-Unis, et moi, je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui votent pas encore pour moi, parce que... Non, mais parler tous les Français, c'est pas la même chose. Non, mais je vois bien le sous-entendu. C'est pas la même chose. Pardon, c'est pas la même chose de parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. C'est-à-dire, en fait, on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade, et donc ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas exactement ça. Je pense que si j'avais voulu plaire au système, vous voyez, j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année, ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucune autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle. Et je raconte tout dans le livre. Mais je suis d'accord avec vous. Comme personne n'a été attaqué. Donc il faut regarder qui cible le système pour se rendre compte de qui conteste le politiquement correct aujourd'hui. Je partage votre analyse et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre. Parce qu'effectivement... vous dites la France n'est pas les États-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau, hein, aucun cadeau. Et vous ne soulignez pas effectivement ce qui me paraît sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat, qui peut se dire tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre ne serait pas attaqué. Alors déjà sur cet extrait. Et je pense qu'il a touché juste Pascal Praud. Et on voit bien qu'il y a, de la part de la direction du Rassemblement national, ce souci d'être soumis au système dans l'espoir de gagner sa sympathie, tout au moins de gagner un peu de clémence. Et ils se mettent le doigt dans l'œil. Mais ils persistent dans cette voie en permettant l'élection de Ferrand, il persiste, c'est-à-dire il pense qu'en pactisant avec des ennemis et en pactisant avec un deal, il pense que les autres vont respecter ce deal, alors que les autres, je parle de la gauche, ont toujours trahi. Les LR, pareil. Donc c'est une erreur déjà d'imaginer qu'en pactisant avec des ennemis, on va obtenir un point supplémentaire. Moi, c'est mon avis, attention. Quand Jordan Bardella se défend de ne pas ressembler aux États-Unis, on a un modèle aux États-Unis qui fonctionne et qui a fait ses preuves. C'est la campagne de Trump, avec Elon Musk, qui l'a accompagné dans cette formidable campagne électorale qui s'est
soldé par un succès total. Eh bien, moi, je serais à la place de Bardella. D'une part, je ne pérore pas sur les 11 millions de votants. Ce n'est pas des gens qui ont voté pour lui, c'est des gens qui ont voté pour le Rassemblement national contre le système actuel. Et il y avait comme solution soit Zemmour, soit le Rassemblement national. Mais les gens ont encore, si vous voulez, en tête Le Pen, qui est une forme de fracture. Parce que quand ils votent Rassemblement national, les gens ont encore mécaniquement en tête l'image de Jean-Marie Le Pen. Quoi qu'on en dise, c'est mon point de vue. Et donc Jean-Marie Le Pen et Donald Trump, c'est un peu la même chose au niveau provocation. Sauf que en s'affadissant, il pense gagner des voix, c'est pas vrai. Il va pas gagner des voix. Et Zemmour a fait 7%, certes, mais il a bénéficié d'une contre-campagne qui a été extrêmement agressive. Et par ricochet, le Rassemblement national a bénéficié d'une forme de tolérance plus grande puisqu'elle était moins dangereuse. Dans l'appareil, il y a des gens qui sont moins dangereux que Le Pen parce qu'ils n'ont pas cet esprit de réforme qu'a Zemmour, qui lui est plus radical. Il y a eu une campagne de presse terrible vis-à-vis de Zemmour, et Zemmour était parti à 11% et a baissé à 7%. Mais ça ne veut pas dire que Zemmour n'a pas d'avenir. Ça veut dire simplement que il y a des vases communicants au niveau des électeurs, et il ne faut pas qu'il imagine, Bardella, que ces électeurs lui appartiennent. Ces électeurs, dont j'ai fait partie au deuxième tour, ne lui appartiennent pas du tout, qu'il le sache. Et parmi mes abonnés, 8000 ont voté qu'ils ne voteraient plus Rassemblement national. 8000, 90% sur 8000 disent qu'ils ne voteront plus Rassemblement national. Ce qui veut dire que je sais que parmi mes abonnés, beaucoup ont voté Rassemblement national. Mais les gens sont méfiants. Tous ceux qui votent Rassemblement national le font, mais ne le font pas forcément de gaieté de cœur. Et en voyant les comportements successifs du leader, c'est-à-dire de Jordan Bardella, qui mise plus sur son physique que sur son fond et sur sa connaissance propre et sur sa maturité, eh bien les gens commencent à se demander si réellement il a les épaules même pour faire ministre, même pas Premier ministre, mais ministre. J'en doute beaucoup, vu déjà son CV qui est quand même léger pour quand même avoir un poste et cette fonction à ce niveau-là. Donc c'est normal que nous, en tant qu'électeurs, soyons exigeants. Nous, dans notre vie, on a été exigeants. Moi, j'ai fait des concours pour rentrer dans l'administration, j'en ai fait 2. Pour changer de catégorie, on ne nous fait pas de cadeaux, on passe un oral et on nous demande d'avoir des connaissances. Donc là, c'est normal que nous, on soit aussi exigeants par rapport à un poste qui est fortement rémunéré, mais pas que, mais qui aussi comporte énormément de responsabilités et nécessite des connaissances. On ne peut pas faire l'impasse sur l'intellect, c'est impossible à ce niveau-là. Donc c'est normal qu'on soit suspect, méfiant, et que face aux derniers événements, on soit de plus en plus prudent. Donc quand on revisite cet échange avec Pascal Praud, je trouve que ça éclaire exactement ce qu'on pourrait reprocher à Jordan Bardella, c'est-à-dire de vouloir plaire au système absolument en se soumettant à ce système, qui lui fera pas de cadeau le jour venu. Mais ça, malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils vont comprendre dans les prochaines semaines, je suis sûr qu'ils vont comprendre, mais ce sera trop tard. On continue l'interview, vous allez voir. Je pense que j'incarne avec le Rassemblement national, parce qu'évidemment pas moi tout seul, mais une forme de fierté française. Non, c'est pas ça qu'elle pense. Non, si, parce que il y a dans... Elle pense que vous incarnez l'extrême droite. Voilà, je pense. Oui, mais je le dis d'ailleurs, et je commence un chapitre dans le livre qui s'appelle Ce que nous sommes. Je dis, je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais d'extrême droite. Est-ce que vous êtes de droite ? Je pense que cette clé de lecture est plus totalement d'actualité aujourd'hui. Évidemment qu'entre un candidat de droite et un candidat de gauche dans une élection, je choisis le candidat de droite. Ah, donc vous êtes en même temps, là. Mais non, je ne suis pas en même temps. Je pense que le vous êtes de droite en même temps. Insuffisant aujourd'hui. Si vous n'êtes pas de droite, si vous n'êtes pas en même temps et si vous n'êtes pas de gauche, il faut me dire où vous êtes. Oui, mais je veux dire, par 2 fois l'élection présidentielle, les Français ont choisi 2 candidats qui revendiquaient le dépassement du clivage gauche-droite. Moi, je me revendique gauche. Alors, la bonne farce. Est-ce que vous êtes de droite ? Non, il n'est pas de droite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est de gauche, il n'est pas de droite. Ça n'existe pas les gens qui prétendent ne pas être de droite
et qui disent qu'ils ne sont pas de gauche. Soit tu es de droite, soit tu es de gauche. Tu ne peux pas être en dehors de cette dualité qui, je sais, est restrictive, mais malgré tout, on se retrouve tous dans un camp. Hein? Dieu sait si moi j'essaie de prendre de la hauteur. Moi qui suis sur le fond plutôt royaliste que républicain, j'ai en horreur l'esprit républicain et la République. Donc personnellement, en tant que royaliste, en tant que monarchiste, je pense que on échappe par là un peu à cette empreinte droite-gauche, parce que on raisonne plus forcément dans cet esprit, dans cette dialectique et cette confrontation de deux pôles. Mais les deux pôles ont toujours existé. Et il est évident que moi, si on me demandait est-ce que tu es de droite ou de gauche, je dirais je suis de droite, je serais même classé par rapport aux opinions que j'ai actuellement, l'adversaire me classerait à l'extrême droite, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui comme dénomination, parce que extrême droite, on met là-dedans tout ce que l'on veut, et c'est l'anathème par excellence, et le fait de se défaire et de dire « moi je ne serai jamais d'extrême droite », encore faudrait-il qu'il précise ce qu'il entend par extrême droite. S'il entend extrême droite juste la manière dont nous raisonnons, et s'il se détache de nous, ce que nous pensons, ça veut dire qu'il est où ailleurs, mais où est-il? Et ça c'est très, très, très incommodant comme réponse. En tous les cas, pour moi, je crois que c'est une fausse réponse de dire « je suis au-dessus des partis ». C'est faux, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Berthaud, par contre, il y a un moment donné où il faut choisir son camp. Et c'est vrai que soit tu rejoins la droite, soit tu rejoins la gauche, mais tu es obligé de choisir ton camp. Refuser de faire partie d'un camp, c'est perdre d'avance parce qu'il y a toujours eu cette confrontation. On ne peut pas y échapper pour l'instant, à moins d'intégrer et d'arriver à une sagesse telle qu'on dépasse ces notions qui, j'espère, un jour peut-être seront dépassées, mais à l'heure actuelle, dans le contexte où on est, vu notre niveau de conscience, on est obligé encore de raisonner en fonction de ces deux pôles, on ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'un jour, par une transcendance particulière, je pense qu'après notre mort, être de droite ou de gauche, ça n'aura plus de sens. Mais on sera dans un autre contexte, une autre réalité, et effectivement, on ne sera plus divisé par ces pôles. Mais aujourd'hui, on est incarné dans cette réalité, dans ce temps, espace-temps. Et là, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de dire j'appartiens plus à ce camp qu'à l'autre. C'est une marque d'humilité que de vouloir échapper à ces deux pôles et de prétendre à je ne sais quelle supériorité en dehors de ces camps. Donc pour moi, c'est une erreur, c'est une fuite, et c'est révélateur qu'en réalité, s'il n'est pas de droite, il est de gauche. Il n'y a pas d'autre solution, à mon avis en tout cas. On écoute la suite. C'est-à-dire que faire de la politique aujourd'hui... Vous en tirez, quoi. On ne va pas rentrer dans la psychanalyse, mais forcément... C'est un sacerdoce. Vous voyez? Et moi, je déroger mais dans à la la règle fonction des publique, 35 heures. dans la fonction publique, vous revenez sur les 35 heures? Non, je ne reviens pas sur les 35 heures dans la fonction publique. Donc c'est pas un marqueur, ça serait un marqueur de droite, non, par mais exemple, si on revenait sur les 35 heures. Ok. Quand on revient toujours à la même question, Trump, il fait l'alliance des droites. Il ne fait pas l'alliance des droites. Ah si, il a fait tout... Le vote des latinos, est-ce que c'était un vote de gauche? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, mais c'est plus compliqué, il a les souverainistes, il a les libéraux, il arrive à mettre tous les gens de droite dans... Si vous voulez, pour qu'on se fasse plaisir, qu'on dise on est de droite. Donc parce que aujourd'hui, si vous voulez, on veut se dire de droite parce que c'est subversif de se dire de droite. Mais pardon, moi je connais mon électorat. Dans le Pas-de-Calais ou dans le nord de la France, le vote Rassemblement National est un vote qui vient d'anciennes cités ouvrières de gens qui votaient à gauche. Donc on a réussi à dépasser ce clivage. Ne retournons pas en arrière. Sauf que pour gagner peut-être, en fait... Alors on y vient. La gauche, elle est à 27%. On y vient. Toutes les idées de Trump, elles sont dans la société française. On y vient. Et il n'y a pas d'incarnation. Mais entre Ciotti, vous, Zemmour et certains macronistes, évidemment qu'il y a des passerelles. Alors, écoutez, alors là, je suis vraiment intéressé. Quand j'ai revu cette émission, je me suis dit, mais putain, c'est juste ce qu'il dit, Pro. Il a quand même une perspicacité dans ses propos qui le ramène toujours à ce concept de droite, de rassemblement des droites. Et c'est vrai que Trump a réussi ce challenge de réunir les droites. Et il se défend, il n'accepte pas cette version-là. Pourtant, elle est criante. À l'époque, Trump n'avait pas encore gagné. Mais aujourd'hui qu'il a gagné, on voit le succès et l'efficacité que ça peut avoir. Alors, Bardella, comprenez,
il peut dire ce qu'il veut, mais il a 28 ans. 28 ans, qu'est-ce que tu viens la ramener sur des gens qui ont un peu plus de recul que toi et plus d'expérience que toi, et qui peuvent justement en déduire qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui incarne comme Trump un mouvement réformiste comme tel qu'il est, c'est-à-dire à droite et conservateur, on n'arrivera pas à gagner les élections. Évidemment qu'il faut quelqu'un pour l'incarner. Et Bardella, il dit non, non, on a convaincu des gens qui votaient à gauche. Non, l'ouvrier était souvent à droite. Il y a eu les ouvriers qui étaient gaullistes. Ils se sont tournés vers la gauche à une certaine période, mais on peut considérer qu'il y a toujours eu un fond. Elle s'est fait manipuler, la classe ouvrière. Mais la classe ouvrière est conservatrice au fond. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que De Gaulle peut-être avait compris. C'est pour ça que De Gaulle avait avec lui la classe ouvrière. Mais vous avez les deux parfois. Vous avez besoin des deux. La classe bourgeoise conservatrice et la classe ouvrière qui, pour une part, est conservatrice également. Et c'est ce qu'a compris Trump. Trump, c'est des ouvriers qui ont voté Trump. C'est pas la classe des bobos urbains qui ont voté pour Trump. On le sait, tout le monde le sait. La sociologie, on la connaît tous. Donc aujourd'hui, en France, on a la sociologie. Les centres-villes ne voteront pour le Rassemblement national, jamais. Et donc lui, il va lécher le cul à ces gens-là, ce qui est une grosse erreur, parce que ces gens-là ne voteront jamais pour lui, bien au contraire, ils vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. On le verra dans les prochaines semaines. Mais en ce qui concerne son positionnement, il se défile en s'accrochant aux branches. Et en plus, quand il dit c'est un sacerdoce de faire de la politique, je pense que là, il y va un peu fort. À 28 ans, t'es député européen depuis un certain temps. Député européen, ça palpe 16 000 balles, plus des remboursements des frais et tout ça. Ça commence à très bien payer pour un jeune de 28 ans. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Et vu son CV, je pense qu'il n'aurait pas réussi à avoir un tel poste dans le privé. Bah oui, parce qu'il faut des diplômes ou tout au moins des connaissances pour accéder à un poste de responsabilité payé 20 000 balles par mois dans une entreprise privée. Donc, quand on me dit que c'est un sacerdoce quand tu palpes entre 16 et 20 000 balles par mois, parce qu'il faut compter aussi les remboursements de frais et tout ça, la voiture de fonction, le garde du corps, le chauffeur, ça passe un peu mal auprès des gens quand tu leur dis que c'est un sacerdoce. Donc, attention à ces propos un peu ronflants qui sentent le côté encore un peu, comment dire, ouais, superficiel, quoi, des arguments qui sonnent pas juste dans la bouche d'un gamin de 28 ans, voilà, c'est tout. Et vous allez voir, en conclusion, on va regarder, vous avez l'intervention de Vincent Herouet sur la politique extérieure. Alors là, on va voir ensemble, vous allez voir, là, ça fait un peu mal. Ambigu. Oui, mais de toute façon, la France ne pèse rien dans l'affaire. Elle est incapable de modifier le rapport de force. Elle est même plus audible. C'est très frappant, ça. Il y a une espèce d'évaporation de la politique étrangère de la France aujourd'hui. Mais c'est quand la dernière fois vous avez été fier de la France à l'étranger ? Ok, autre question. Non, mais c'est terrible. Oui, il passe en oral, là. Terrible. Donc, bah voilà, c'est le gars qui n'a pas de culture, qui n'a pas une culture et qui n'est pas pétri par l'histoire de France. C'est Jordan, quoi. C'est le petit Jordan. Donc, vous pouvez continuer à lui faire confiance, mais je crois que là, on arrive à une... C'est pour ça, en revoyant, je me suis dit, non, effectivement, il faut qu'on soit plus sérieux dans nos votes et dans notre prochaine décision, parce qu'on ne peut pas mettre ce gamin-là à la tête de notre société. C'est pas possible. Il y a trop de lacunes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que pour l'instant, ça va être dur. Mais il faut trouver quelqu'un d'autre, c'est mon opinion, parce que là, pour moi, ça fait pas. Ça le fait pas. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Sachez que j'ai été très clément jusqu'à présent, j'ai été très très souple pour envisager éventuellement cette possibilité-là en disant que ce sera toujours mieux que rien. Mais là, je m'aperçois, surtout avec les derniers événements et le truc là qui s'est passé aux États-Unis, qui est lamentable.
Il a précédé même ce que les autres n'avaient pas vu, c'est-à-dire un geste nazi. Les journalistes s'en étaient même pas aperçus. C'est lui qui a lancé la rumeur, ce qui est la folie. Donc il a fait une crasse à un copain de Trump. Trump va s'en souvenir. Ça y est, c'est inscrit. Donc là, il s'est grillé auprès des États-Unis et auprès d'un régime qui nous était favorable pour une fois. Pour une fois qu'on a un système aux États-Unis qui peut nous aider à nous débarrasser de toute la merde qu'on a chez nous, on lui met un coup de couteau dans le dos. Mais il faut être con pour ça. Il faut être stratégiquement, de toute façon, c'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, je pense que cela, tout le monde s'en est aperçu. Et ça va faire mal. Aux prochaines élections, ça va faire très mal. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt.